12 étudiants congolais bloqués en Ukraine en attendant l'ouverture d'un couloir humanitaire pour être évacués en Pologne. Côté Kinshasa, on rassure de les accompagner. Kinshasa qui prend des mesures pour la mise en place d'un monitoring de suivi des impacts de la crise dans ce pays sur l'économie congolaise. Au niveau national, le gouvernement a noté que la situation économique est stable malgré l'impact négatif de la hausse des produits énergétiques. C'est l'heure du journal et c'est sur Télé 50. Merci de nous suivre en ce moment et où que vous soyez. Direction d'abord l'Ukraine où 12 étudiants congolais y sont bloqués en attendant l'ouverture d'un couloir humanitaire pour être évacués en Pologne, au pays voisin. Ici au pays, le gouvernement, via le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, promet de les accompagner. Chipi qui me regarde, la route, comment ça va? Ça va bien. Ils sont tous congolais et régulièrement inscrits dans différentes filières à l'université de l'Ukraine. Ces jeunes congolais ont échangé par visioconférence pendant une trentaine de minutes avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, sur instruction du chef de l'État Félix Tshisekedi qui suit de très près la situation des Congolais en Ukraine, théâtre des bombardements. Il leur a rassuré du soutien total du gouvernement de la République. Christophe Lutundula est en contact permanent avec les autorités académiques, principalement les recteurs, et a obtenu de lui des renseignements détaillés des étudiants congolais. Merci d'avoir bien préservé les enfants. Ne les faites pas déplacer, effectivement, si la sécurité n'est pas assurée. Pour l'heure, la situation des étudiants congolais en Ukraine est sous contrôle. Les parents peuvent s'apaiser. Les autorités académiques ont décidé de garder ces étudiants compte tenu du couvre-feu en attendant la possibilité d'un couloir humanitaire afin de les évacuer dans des lieux plus sûrs. Ici à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula a reçu l'ambassadeur russe qui a promis toute sa collaboration avec le gouvernement pour la prise en charge des Congolais vivant en Ukraine. On a eu pas mal d'échanges à ce sujet et on travaille toujours quand il s'agit des questions qu'on doit trouver la solution rapidement. Votre ministère des Affaires étrangères est très dynamique en ce qui concerne l'essor des Congolais à l'étranger. La République démocratique du Congo ne ménagera aucun effort pour étudier la possibilité d'évacuation des Congolais vivant en Ukraine. Pendant ce temps, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a instruit la mise en place d'un monitoring de suivi des impacts de la crise en Ukraine sur l'économie congolaise. Au niveau national, le gouvernement a noté que la situation économique est stable malgré l'impact négatif de la hausse des produits énergétiques. C'est ce qui ressort de la réunion de conjoncture économique tenue ce mercredi à la primature. On écoute le compte-rendu avec le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Sur le plan national, la situation macroéconomique demeure stable, aussi bien sur le marché des biens et services que sur le marché monétaire. Cependant, le comité de conjoncture a noté que l'impact de la hausse des prix des produits énergétiques était de nature à avoir des conséquences difficiles pour l'économie congolaise, qui importe l'intégralité de son pétrole. Et on a parlé de mesures à prendre dans l'urgence pour contrôler l'impact de cette hausse. On a cependant également noté que concernant les matières premières, les autres produits miniers, le Congo pouvait continuer de bénéficier d'une bonne tenue des cours, y compris dans le contexte actuel de crise en Ukraine. Nous allons mettre en place un monitoring, un suivi de tous les impacts possibles de cette crise en Ukraine sur l'économie congolaise afin d'apporter de bonnes réponses. Concernant la conjoncture, on a également noté que ce mois a été marqué par plusieurs rencontres internationales et notamment la visite d'État du président de Turquie, au cours de laquelle d'importants contrats et mémorandums d'entente ont été signés, notamment celui portant sur la construction du centre financier de Kinshasa. Nous avons également noté que sur le plan de la pandémie Covid,
il y a une certaine baisse des cas, du nombre de cas de Covid, et nous avons également noté la décision du Conseil des ministres de mettre fin au prélèvement au titre de la RAM. L'Ukraine, où une délégation se dirige vers le lieu défini pour un nouveau round de négociations avec les Russes en Biélorussie. Selon l'agence TASS, l'armée russe a ouvert un couloir de sécurité pour cette délégation attendue jeudi. L'on apprend en outre que Kiev, encerclé, se prépare à un assaut massif au 7e jour de l'invasion, alors que dans l'ouest du pays, la résistance s'organise et les habitants construisent des bunkers de fortune pour tenter de faire face à l'invasion russe. Allez, autre chose. À présent, le premier vice-président du Sénat, Eddy Mundela, a, au nom du speaker de la Chambre haute, échangé avec le recteur de l'université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe. Ce dernier a été porteur de quelques doléances urgentes nécessitant l'implication de toutes les autorités du pays. Les défis à relever sont énormes. À l'université de Kinshasa, la synergie multisectorielle s'impose. Voilà qui justifie la démarche du recteur de cet alma mater, Jean-Marie Kayembe, auprès du Sénat. Le nouveau recteur de l'université de Kinshasa se dit plutôt confiant pour la suite, espère que les solutions seront très vite trouvées afin d'éviter au pays un éventuel drame à l'instar de celui de Matadi Kibala. Il s'agit notamment de la vétusté et la destruction très importante de la voirie à l'université qui risque de nous faire perdre, s'il y avait encore des pluies diluviennes comme celle de ces jours, une infrastructure acquise il y a plus de 60 ans, nous léguée par Monseigneur Gillon à l'UNIKE. J'ai suivi également auprès de la haute autorité de l'État faire état des conditions aujourd'hui d'études de nos étudiants. Un auditoire, l'auditoire Laurent Désiré Ouzé, est dans un état de délabrement, dans un état d'inachèvement pour lequel ce serait totalement irresponsable de le laisser en état où il est aujourd'hui et d'y admettre des étudiants. Rappelons qu'il y a peu, le réseau des professeurs du secteur officiel avait saisi Modeste Batilukebo sur les difficultés qu'ils avaient rencontrées dans les négociations entre la PICUIN et le gouvernement. Selon le professeur Rodrigue Yolo, le coordonnateur de RAPICO, l'implication personnelle du président du Sénat avait allégé le processus de pourparlers. Visiblement, le dialogue entre l'université de Kinshasa et les institutions du pays reste permanent. Revenons sur le collectif Free François Béat qui est monté au créneau pour dénoncer les conditions de détention dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement de François Béat, ancien conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, vous le savez. Ce collectif sollicite l'implication du chef de l'État pour que François Béat bénéficie des soins de santé. Arrêté depuis le 5 février 2022, François Béat, ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, reste détenu dans les locaux de l'Agence nationale des renseignements. Ne remarquant aucune évolution dans ce dossier, le collectif Free François Béat Kassongo monte au créneau et exige sa libération sans condition. Le collectif décrit les conditions dans lesquelles se trouve François Béat dans les cachots de la NER et indique que ce dernier était souffrant pendant 3 semaines avant son interpellation. Cependant, ce collectif se demande comment quelqu'un qui serait participant dans des réunions mettant en cause la sûreté de l'État et d'avoir fomenté un coup d'État sera le seul à être inquiété et le seul détenu dans l'affaire. Comment, dans une telle affaire d'atteinte présumée à la sûreté de l'État, seul François Béat est inquiété et que son adjoint n'aurait assisté à aucune des réunions qui ont conduit à son arrestation ou alors les participants à ces réunions ont disparu dans la nature, s'interroge le collectif. Le collectif Free François Béat Kassonga donne raison à la presse nationale et internationale qui a évoqué notamment une guerre des palais à la suite de la gestion confiée à François Béat d'un conflit minier. Ne voyant aucune arrestation supplémentaire dans cette affaire, le collectif
Free François Béa dénonce des allégations qui se multiplient chaque jour sur cette affaire contre François Béa. Une arrestation jugée injuste et qui violerait les lois du pays, ainsi que les traités internationaux des droits de l'homme. Les collectifs s'inquiètent de l'état de santé de François Béa qui se détériore et exigent des soins de santé appropriés. Le corps des mandataires en mines et carrières a été présenté mardi au cours d'une cérémonie organisée à Kinshasa en présence de la ministre des Mines. Cette association sans but lucratif s'est décidée d'œuvrer pour la défense et la promotion du secteur minier en RDC en travaillant pour y parvenir en collaboration avec le gouvernement. Le corps des mandataires en mines et carrières, CMMC en sigle, tient à promouvoir et défendre les intérêts des mandataires en mines et carrières auprès du gouvernement et de l'administration de mines. Le CMMC aura aussi pour but de constituer un cadre d'échange et de concertation entre mandataires en mines et carrières de la RDC et surtout lutter contre l'empiètement des attributions des mandataires en mines et carrières par des personnes sans qualité. Pour Constant Moutamba, secrétaire exécutif du corps des mandataires en mines et carrières, le CMMC devra se battre pour élaguer les mots qui rangent leur profession en RDC. Il n'existe pas de cadre d'échange, de capacitation des mandataires en mines et carrières entre eux. Donc une fois que le ministre de Mines a agréé une personnalité à ce titre-là, on l'oublie. On ne savait pas non plus suivre la conduite quotidienne des mandataires en mines et carrières. Donc il arrivait que quelqu'un ne soit même plus mandataire en mines et carrières, mais qu'il continue à poser des actes en tant que tel. Choisie pour être la marraine du corps des mandataires en mines et carrières, la ministre des Mines, Antoinette Nsamba Kalambay, a salué cette initiative en expliquant que la mise en place du CMMC mettra fin au désordre qui avait longtemps régné dans les secteurs miniers. Je suis particulièrement touché par la marque de considération que ces initiateurs m'ont témoigné en des liens attribués au ministère dont je suis en charge de parrainage non seulement de l'activité de ce jour, mais aussi de la structure en elle-même. Par la même occasion, Antoinette Nsamba a promis de signer l'arrêté ministériel portant autorisation provisoire de son fonctionnement. Et puis pour mieux comprendre la mission et les véritables objectifs du fonds minier pour les générations futures tels que contenus dans le nouveau code minier, les organisations de la société civile et le secrétariat technique de l'initiative pour la transparence des industries extractives réfléchissent depuis ce mercredi à Kinshasa. Le but est d'empêcher tout détournement de la mission première du fonds minier et garantir ainsi aux générations futures les richesses produites par les mines actuelles. Et dans ce contexte, en instituant les fonds miniers pour les générations futures FOMIN, le nouveau code minier avait donc apporté une espèce de garantie pour ceux qui viendront après nous et qui ne trouveront pas peut-être nos mines telles que nous les connaissons aujourd'hui. Seulement, depuis l'entrée en vigueur de ce nouveau code minier en juin 2018, personne ne sait dire avec exactitude à quoi a servi l'argent récolté jusqu'à ce jour. L'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE, veut creuser l'abcès, d'où cet atelier réunissant toutes les parties prenantes concernées par la question. Nous devons d'abord tous avoir la même compréhension du fonds minier, comment il se gère et comment est-ce qu'il va bénéficier aux générations futures. Une initiative saluée par les mandataires des FOMIN, nommés il y a à peine 3 mois, qui reconnaissent certaines lacunes. Je pense que c'est une occasion pour qu'on fasse un plaidoyer pour revoir notre décret qui a beaucoup de défaillances et que réellement ces fonds puissent profiter aux générations futures. Le nœud du problème, c'est ces décrets portant statut, organisation et fonctionnement des FOMIN, signé par l'ancien Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba en novembre 2019, qui énumère 8 points d'affectation de ces fonds qui, malheureusement, n'ont rien à voir avec les générations futures. Pour les consortiums Makuta et Maendeleo de la société civile, il est plus qu'urgent de modifier ces décrets. C'est vraiment une urgence de pouvoir améliorer ce décret parce que, comme vous le savez, les ressources minières sont épuisables. Donc, saisissons l'opportunité que nous avons aujourd'hui avec nos minéraux qui sont importants pendant ce moment. Essayons de faire quelque chose pour que les générations futures trouvent des traces. Notons que les fonds miniers pour les générations futures, c'est 10% sur la redevance minière telle que contenue dans le nouveau code minier.
Le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba poursuit sa tournée dans la province du Maniema, cette fois à l'étape de Pangui et Kalima. Sur place, il a communié avec la population. Après Kindu, où il a communié avec la population locale qui lui a réservé un accueil chaleureux, le ministre de l'économie nationale a pris dimanche la direction de Kalima dans le territoire de Mpangui. Jean-Marie Kalumba et sa délégation ont dû emprunter des pirogues motorisées pour traverser le fleuve Congo de la commune de Kasuku vers celle de Alunguli. Sur place, ce notable du Maniema a eu droit à un autre accueil chaleureux des représentants de la communauté Lega. Heureux de retrouver les leurs au sein du gouvernement Sama Lukonde, ils ont saisi l'occasion pour lui soumettre leurs doléances contenues dans un mémo. Tradition respectée, le ministre Jean-Marie Kalumba a eu droit à des présents de sa communauté. Direction commune rurale de Kalima, dans le territoire de Mpangui, où la population est fortement mobilisée pour accueillir le fils du terroir. Après plus de 2 heures de route, dans des conditions parfois difficiles à cause de la dégradation de la voie routière, le ministre Jean-Marie Kalumba est arrivé en fin d'après-midi à Kalima, où il s'est offert une marée humaine qui l'a accompagné jusqu'à la tribune. Occasion pour les autorités locales et la population de lui présenter leurs mots de bienvenue avant de lui soumettre leurs doléances. Parmi celles-ci, le désenclavement, la construction des infrastructures de base dans les écoles et les hôpitaux, la relance de la société Sakima, sans oublier l'accès à l'eau et à l'électricité. Dans son discours, Jean-Marie Kalumba a promis de transmettre ses doléances au chef de l'État et au gouvernement pour des solutions idoines. Le ministre Jean-Marie Kalumba Yuma a rassuré les habitants de Mpangui de la volonté et la détermination du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, d'améliorer leurs conditions sociales grâce au projet de développement de 145 territoires. De son côté, le gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Basséane-Nanga, a lancé les travaux de création de l'axe routier Ganga-Tora-Durbar, reliant les territoires de Niagara, de Dougou et de Ouacha. Un projet inscrit dans le cadre du programme de développement du corridor oriental et qui devra faciliter les échanges commerciaux sur toute la sous-région, selon les prévisions du gouvernement provincial. Ganga, dans cette localité située à 80 km de la ville d'Iziro, se massent les habitants du millier pour accueillir le gouverneur de province. Quand ce dernier y foule ce pied, il est pris en charge par le service qui le conduit sur cette tribune d'honneur pour auditionner les allocutions de chefs de chefferie concernés, mais aussi celles de l'administrateur du territoire de Niangara. Dans son adresse, Christophe Basséane-Nanga dévoile l'itinéraire du corridor oriental sur ce tronçon. Une partie est ensuite Tora et Kabwani Lissus. Moko ekei côté Durba, mususu côté Subani Poezwa, Sambia. So ekomi Sambia ezu ya wagon et tracé ligne droite pour que arrive comme à peine. Liant la parole à l'acte, l'autorité provinciale traverse la chaussée et prend le contrôle de l'engin pour le lancement du chantier. C'est une joie exceptionnelle. Le gouverneur Christophe Basséane-Nanga prône par l'exemple. Il a promis et le voilà aujourd'hui pour les lancements officiels. Le ministre des Infrastructures revient sur l'importance de ce tronçon routier. C'est une route qui sera très courte, c'est 286 km. Ça sera un gain pour tous les usagers. Un défi lancé à la Régie provinciale de travaux publics, déjà prête pour l'affrontement. Dans l'immédiat, nous avons 6 cavatrices. Avec d'autres engins qui vont venir après, on pourrait aller plus vite. Lentement mais sûrement, le projet du corridor oriental prend forme grâce au leadership du gouverneur Christophe Basséane-Nanga, l'un des meilleurs élèves du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en la matière. Dans le Olomami, le gouverneur Kabamba Ilunga a procédé ce mercredi à la libération des prisonniers civils bénéficiaires de la grâce présidentielle. Il en a profité pour visiter quelques chantiers en cours d'exécution à Kamina. Ils sont au total 9 prisonniers de juridiction civile bénéficiaires de la grâce présidentielle qui ont été libérés ce mercredi de mars 2022 par l'autorité provinciale du Olomami Kabamba Ilunga Batami. La cérémonie s'est déroulée dans les installations de la prison centrale de Kamina en présence des différents responsables de la justice congolaise. Au cours de cette cérémonie, le gouverneur a invité le bénéficiaire à adopter un comportement responsable pour éviter de commettre le même forfait.
Par la même occasion, Kabambo Batame a remis une enveloppe importante à ces 9 prisonniers pour assurer leur transport afin qu'ils regagnent leur milieu respectif. La prison centrale étant un centre de rééducation et de formation, le directeur provincial de la prison a profité de l'occasion pour présenter au gouverneur les différents produits des récoltes des champs, composés de soja et maïs et d'autres aliments. À la fin de la cérémonie, l'autorité provinciale a livré un message de paix. Quand on passe un temps à la prison, c'est un temps de rééducation, il y a des bagnes, c'est-à-dire des travaux forcés. Et heureusement, ici, ce ne sont pas seulement des travaux forcés parce qu'ils sont en train de produire. Vous avez remarqué les sacs de soja qu'ils nous ont présentés et que donc le directeur de prison fait un bon travail en leur faisant apprendre aussi le métier. Juste après la prison, le gouverneur s'est rendu pour une visite des différents chantiers en exécution, en commençant par le caniveau en construction sur l'avenue Katouba et d'Isaïr, passant par l'hôpital général de référence des Kamina qui porte une nouvelle robe. Sa visite s'est clôturée par les caniveaux en construction sur l'avenue de l'école. Dans l'ensemble, les travaux vont bien et plusieurs autres sont à faire, a dit le gouverneur. La députée nationale Solange Masumbuko est en pèlerinage à Rome, en Italie, avec ses collègues membres du caucus des députés catholiques du Congo. Profitant de la journée du mercredi décembre, l'élu de Lukunga a, en compagnie de ses collègues, rencontré le pape François. Objectif, implorer la miséricorde de Dieu pour que la paix regagne en RDC. La paix en République démocratique du Congo, telle et les soucis de la députée nationale Solange Masumbuko qui séjourne en Italie dans le cadre d'une mission parlementaire. Aussitôt arrivé, l'élu de Lukunga a imploré le Seigneur pour la protection de son pays et de ses dirigeants. Le jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. C'était à l'occasion de la journée du mercredi décembre que cette parlementaire et ses collègues ont été reçus par le pape François au Vatican, qui à son tour a béni chaque lieu. Après avoir été ressourcée spirituellement par le pape, Solange Masumbuko, membre du caucus des députés catholiques Ave Maria, dit garder sa foi en Dieu en rapport avec la situation sécuritaire et politique de son pays. Après la pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa dans la nuit de lundi à mardi, une délégation des députés provinciaux conduite par Yvette Lubala s'est rendue dans la commune de Lemba, précisément au quartier Goma, pour s'imprégner des dégâts de cette pluie afin de donner rapport à la hiérarchie. Des avenues transformées en rivières circonstancielles, des maisons inondées et presque inhabitées. Voilà le spectacle désolant qu'offre le quartier Ngoma à Lemba Salongo après les passages de Dame la pluie du 1er mars dernier. C'est dans le but de s'enquérir de la situation que traversent ces sinistrés que ces élus, membres de la commission environnement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ont effectué cette descente dans ce coin de la capitale, à l'initiative de Yvette Lubala, députée provinciale et élue pour le compte de la commune de Lemba. Les autorités provinciales de la ville, notamment le président Godin Poyi et le gouverneur Jean Tiningobila, connaissent bien la ville et portent le problème de Lemba à cœur. Nous allons présenter rapidement le problème et la solution interviendra bientôt. Mbokazala, président de la commission environnement de l'organe délibérant de la province, était aussi de la partie. Nous sommes ici en qualité des députés provinciaux de la commission environnement pour s'imprégner de la situation dans laquelle vit la population de Lemba. Nous avons palpé du doigt les difficultés. Le rapport sera transmis au président Godin Poyi et le gouverneur Ngobila sera saisi. Cette délégation promet de faire rapport au président de l'Assemblée provinciale Godin Poyi ainsi qu'au gouverneur Jean Tiningobila. Ces députés provinciaux, soucieux du bien-être de leurs électeurs, restent déterminés à apporter des solutions à cette catégorie de la population en détresse.
La dynamique pour une sortie de crise de Lisanga Bonganga dit avoir trouvé une réponse favorable à sa demande faite auprès du président de la République à travers ses récentes sorties médiatiques en rapport avec l'arrivée du couple royal belge en RDC, reportée suite à la situation politique ukrainienne. Dans une déclaration faite ce mercredi, la DISOC a exhorté le couple belge de visiter la RDC que lorsque toutes les conditions seront réunies, notamment la restauration de la paix dans la partie est du pays. La DISOC prend acte du report sine die de la visite officielle du couple royal belge à Kinshasa et se félicite du fait que toutes les revendications contenues dans sa déclaration y afférente du 24 février 2022 ont été entendues par Sa Majesté le roi Philippe et la reine Mathilde. Pour rappel, la DISOC exhorte le couple royal belge de visiter notre pays lorsque toutes les conditions seront réunies, à savoir notamment la restauration de la paix et la sécurité dans tous les territoires nationaux. Pour la DISOC, toute visite du couple royal belge dans notre pays devra permettre au peuple congolais de déterrer les dossiers relatifs au contentieux belgo-congolais liés entre autres à l'ignoble assassinat de Patrice Emery Lumumba, héros national, dont la don s'est retrouvé curieusement entre les mains des Belges. Parlons cette fois du lancement du concours de la poésie sur la paix, justement, au Nord Kivu par la Fondation Josué Mufula. C'est pour inculquer la culture de l'écriture et de la lecture aux jeunes et transmettre les vertus de la paix dans cette partie du territoire national longtemps secouée par l'insécurité causée par des groupes armés. Annoncé à son arrivée à Goma, sa ville natale et son fief électoral, l'honorable José Mufula, accompagné des opérateurs culturels de la province du Nord Kivu, Johnson Ishara et Akram Tunsifu, de la coordinatrice de la fondation FJM, ainsi que d'autres membres de cette fondation, a procédé au lancement du grand concours interscolaire de poésie sur la paix. Ce concours, qui vise à la fois l'initiation des élèves à l'écriture littéraire et à cultiver l'esprit de paix, n'est pas une première. C'est plutôt la deuxième édition après le concours littéraire qui avait occasionné le sponsoring par la FJM du recueil collectif intitulé « Les larmes ensanglantées au Kivu », une œuvre publiée aux éditions Mediaspol de Kinshasa. Ce concours, nous sommes en train de lancer la deuxième édition qui s'appelle Concours de poésie sur la paix à l'Est. En vue d'encourager les jeunes à la culture de la lecture et de l'écriture, ce concours-là, c'était pour initier les jeunes gens et créer de l'émulation dans les jeunes que vous êtes, et aussi pour transmettre la culture de la paix. Très ravi de cette belle nouvelle qui va faire dénicher plusieurs bonnes plumes et qui va donner l'occasion à plusieurs d'obtenir des bourses d'études et tant d'autres cadeaux spéciaux. Les élèves de plus de 60 écoles où ont sillonné les membres de la Fondation José Mufula n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Et puis l'université du CEPROMA du professeur émérite Oscar Ntsaman a réaffirmé lundi au cours d'un point de presse à Massina, siège de cette université, ici à Kinshasa, sa détermination d'accompagner l'État congolais dans la formation. Il a également rappelé la participation des enseignants de son université lors des états généraux et des travaux d'élaboration des maquettes de formation LMD en RDC.
C'est dans son siège des Massina que l'université Sepromad a par son président Oscar Ntamana Olutu tenu un point de presse pour réaffirmer sa détermination d'accompagner l'État congolais dans la formation des créateurs d'emplois, l'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat. Mais aussi il est revenu sur les dossiers des universités non viables en République démocratique du Congo afin d'éclairer l'opinion sur ces sujets. Disons félicitations pour avoir osé. Parce qu'on dit en management, il faut savoir oser. Il faut savoir prendre des risques calculés. Mieux vaut plutôt avancer en désordre au lieu de rêver sur place. C'est pourquoi nous disons qu'on a osé, mais dans l'entretemps, il y avait quelques établissements qui étaient autorisés à s'engager dans les LMD. Et dans les cas des établissements privés, il y en a qui avaient déjà osé et qui avançaient. Nous remercions les organisateurs. C'est pour cela nous disons qu'il faut savoir oser, que la filière de management a été considérée comme une filière autonome. Le professeur Ntamana a fait savoir que le réseau des universités du Sepromad compte à présent 20 universités viables après l'autorisation par les ministères de l'ESU et des 6 autres universités de ces réseaux dans le pays. Il a profité de cette même occasion pour inviter les jeunes à venir apprendre dans tous les 3 cycles universitaires le management pour devenir des incubateurs à travers plus de 80 méthodes développées par les savants. La discipline doit être de mise à l'école et les élèves doivent avoir les valeurs morales et divines afin de respecter Dieu, les parents et responsables du complexe scolaire Maman Pemba ainsi que leurs semblables. C'est l'essentiel du message du fondateur de cette école lancé lors de sa visite. Le fondateur du complexe scolaire Maman Pemba tient à ce que les élèves de l'école de la Fondation Néron puissent bénéficier d'une formation de qualité afin qu'ils puissent être comptés parmi les futurs cadres de la République démocratique du Congo et participer ainsi au développement de ce grand pays. C'est dans ce cadre que Néron Mbungu, appelé par ses siens, évangéliste itinérant, s'est présenté ce mercredi devant les élèves de cet établissement scolaire situé au quartier Bikanga dans la commune de Kisenso pour les sensibiliser sur les bonnes manières à adopter dans leur vie. Dans son speech, il les a invités à être ponctuels et disciplinés partout où ils vivent. En outre, l'initiateur de cette œuvre scolaire a exhorté ses élèves à respecter Dieu, les autorités du pays et scolaires ainsi que leurs parents pour une bonne éducation. Nous avions exhorté aux enfants d'être disciplinés d'abord dans leur maison, de respecter les parents, de mettre Dieu en première position parce que sans Dieu, rien ne peut marcher. Également sans les parents. Pouvoir respecter les personnels, les autorités de l'école. C'est un devoir aussi pour les enfants. Parce que sans l'enseignement, le pays est nul. Le premier pédagogue du complexe scolaire Maman Pemba a aussi fait la ronde des salles de cours pour se rendre compte des conditions dans lesquelles les enseignements sont dispensés. Accompagné de Rodrigue Mbungu et de Vital Ntimba, respectivement promoteurs et coordonnateurs de l'école. Néron Mbungu a même expliqué aux enfants quelques notions sur les institutions du pays et le voyage. Les personnels et les élèves du complexe scolaire Maman Pemba ont tous salué la visite du fondateur de cette école. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. 12 étudiants congolais bloqués en Ukraine en attendant l'ouverture d'un couloir humanitaire pour être évacués en Pologne. Côté Kinshasa, on rassure de les accompagner. Kinshasa qui prend des mesures pour la mise en place d'un monitoring de suivi des impacts de la crise en Ukraine sur l'économie congolaise au niveau national. Le gouvernement a noté que la situation économique est stable malgré l'impact négatif de la hausse des produits énergétiques. Ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidèle attention. Excellente suite de nos programmes. Prenez soin de vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.